Vous écoutez Bretagne 5, il est précisément 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce mardi matin est Lucas Clément. Il est candidat de la majorité présidentielle aux législatives dans la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Lamballe-Loudéac. Et il est avec nous en direct ce matin, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de politique, ça ne vous aura pas échappé. C'est une séquence très courte avec cette dissolution de l'Assemblée nationale qui a créé un contexte politique, il faut le dire, assez inédit, juste à la sortie d'une élection, en l'occurrence les élections européennes, et avec un temps très court, 15 jours pour préparer une campagne. J'ai envie de vous demander comment ça se passe. Alors déjà, je tiens à rappeler pour les lecteurs éventuellement de la presse écrite ou qui me suivent sur les réseaux sociaux ou nos autres concitoyens que j'ai été une des premières victimes de la dissolution puisque je travaillais depuis 2 ans à l'Assemblée nationale pour la députée de Dinan, Chantal Boulou, que je tiens à saluer ici. Et donc en effet, ça a été assez soudain, assez violent même, mais bon, nous ne sommes pas rancuniers puisque nous repartons en campagne de plus belle. J'allais vous demander justement si vous aviez une petite pointe de déception, de colère, de rancœur peut-être. Bon, ça ne fait pas partie de la gamme d'émotions que je m'autorise ou que je valorise en politique du moins, mais il y a eu une petite surprise sur le moment, un petit stress aussi parce que se retrouver au chômage du jour au lendemain, c'est toujours traumatisant. Mais c'est pas un drame, il y a beaucoup de nos concitoyens qui passent par là, ça fait partie d'une carrière professionnelle et donc quoi qu'il arrive... je ne le souhaite pas puisque on part en campagne pour gagner, mais si le sort qui m'était réservé était autre, j'irais chercher du travail comme tout un chacun et ce serait pas un drame. Voilà, donc toujours de l'espoir au bout de la route, on pourrait le dire comme ça. Ceci dit, ces élections anticipées rebattent beaucoup les cartes. On avait déjà un paysage politique un peu morcelé, un peu compliqué, il faut bien le dire. Là, on a un paysage politique qui se recompose. Alors on le voit à gauche avec le nouveau Front populaire qui réunit quasiment toutes les forces de gauche et qui amène un petit peu à la polémique. À droite, c'est un peu plus dur quand même. On a vu cette fracture avec Éric Ciotti qui est parti vers le Rassemblement National. Et justement, le Rassemblement National qui draine beaucoup d'intentions de vote, ça a été un petit peu le cas aussi pour les élections européennes. Là aussi, est-ce que vous avez une crainte face à cette montée du Rassemblement National ? Je ne sais pas si on peut parler de crainte, une grande vigilance et qui m'inspire un sentiment de responsabilité et de gravité effectivement assez prégnant. Moi, de manière assez sincère, je ne crains jamais les urnes. Soit on fait le choix d'être en démocratie et on l'assume pleinement, soit on ne fait pas ce choix-là. Moi, je suis un démocrate convaincu et je reconnaîtrai toujours le résultat d'un scrutin, quel qu'il soit. J'entends la colère, les inquiétudes, la peur qui domine chez nos concitoyens et on les croise d'ailleurs sur les marchés et ils nous sollicitent très sincèrement et avec beaucoup d'engagement. Ils ont peur, ils ne savent pas où on va, ils essayent d'anticiper la suite du contexte politique puisque en effet la situation politique du pays fait que on peut se sentir effectivement au bord du précipice. Ma candidature a précisément pour objet de ne pas y tomber, que ce soit sur le territoire ou dans le pays, en effet. Et sur ce que vous décrivez, moi je pense que le vote du Rassemblement National repose à la fois sur des questions socio-économiques, un sentiment de relégation, un sentiment de déclassement, un sentiment de dépossession sur sa vie, son avenir, la vie de ses enfants, de ses petits-enfants, en effet, beaucoup de craintes. Je pense que face à cela, il faut tenir un discours de responsabilité, il faut restaurer un climat de confiance dans le débat politique, il faut faire du terrain. Depuis 10 jours, je dis souvent à mes amis ou aux concitoyens que je rencontre sur les marchés, j'ai déjà fait 1200 km à travers la circonscription et je compte pas m'arrêter là puisqu'il nous reste 4 jours de campagne avant la réserve du premier tour. Et au-delà des questions socio-économiques, il y a une vraie demande, je pense, d'autorité dans le pays aujourd'hui face au climat qu'on connaît, qu'il soit international, européen ou national, avec la guerre, avec l'explosion de la violence, avec toutes ces choses-là. Je pense que, en effet, ce vote-là, cette percée-là signifie quelque chose et il faut l'entendre. Il ne faut pas être sourd à cette colère et à cette crainte, en effet.
Alors on a entendu le président de la République hier s'exprimer autour de la possible arrivée de Jordan Bardella à Matignon ou encore de la possible arrivée d'un Premier ministre, on a chuchoté le nom de Jean-Luc Mélenchon, si le nouveau Front Populaire remportait ces élections, avec ce mot qui a été prononcé, qui a quand même beaucoup interrogé. L'arrivée des extrêmes, c'est l'arrivée de la guerre civile. Alors, sur votre premier point déjà, c'est le vrai enjeu de cette élection. Nous sommes dans une élection législative. Autant nous faisons une campagne de terrain, parce qu'il est important d'aller à la rencontre de nos concitoyens, puisque symboliquement un mandat c'est quand même très fort. On nous confie des voix, pas seulement des bulletins, des voix. On nous confie symboliquement la chance et la responsabilité de parler au nom de nos concitoyens. Symboliquement c'est très fort. Cependant, nous sommes quand même dans une campagne nationale. Une législative, on choisit un député qui va siéger à l'Assemblée nationale, écrire la loi pour 68 millions de personnes. Et dans un contexte, dans un paysage électoral aussi morcelé, qui va participer à la constitution d'un nouveau gouvernement, puisque c'est quand même l'enjeu, c'est de gouverner notre pays demain. Le président de la République, sur ce point, a eu raison de rappeler que le vrai enjeu, c'est de choisir un Premier ministre, qui va former une équipe gouvernementale, qui va s'occuper des retraites, qui va s'occuper de l'alimentation de nos concitoyens, qui va s'occuper de la santé de nos concitoyens, des finances publiques également. Et quand je vois les candidats putatifs à cette élection, que ce soit M. Mélenchon à gauche ou M. Bardella à droite, moi je suis très content d'être le candidat de M. Gabriel Attal. Je pense qu'il a fait ses preuves, même si nous sommes dans un contexte compliqué. Il a toujours tenu un discours de responsabilité, il a toujours tenu un discours qui parfois pouvait paraître assez dur à entendre. Pour autant, il n'a jamais menti à nos concitoyens. Je pense que son passage au ministère de l'Éducation a été très apprécié. A besoin d'un vrai retour de l'autorité à l'école, besoin d'un vrai retour de la confiance de la société envers son école. Nos concitoyens souhaitent que leurs enfants apprennent dans de bonnes conditions. Je salue l'engagement des équipes enseignantes et des équipes accompagnatrices, que ce soit les AESH, les aides maternelles. Je salue leur engagement sans faille à tous. Mais je crois que le Premier ministre a toujours tenu un discours de vérité. La parole, l'action, que ce soit sur la crise agricole, que ce soit sur le climat budgétaire que l'on connaît, il n'a jamais menti. Et nous, j'ai envie de dire, on ne promet pas la lune, mais on sait où on va. Et nos concitoyens savent qui on est et où l'on va. Moi, je suis très fier d'être le candidat de Gabriel Attal, et je le revendique, en effet. Alors, on voit sur les écrans de télévision, autour des reportages, souvent une expression assez forte de la part des citoyens français qui ne veulent pas entendre parler d'Emmanuel Macron, mais Gabriel Attal, finalement, il fédère. Alors, est-ce qu'il faut mettre le président un peu en réserve ? Déjà, la lettre constitutionnelle, c'est la première fois depuis 27 ans que nous avons des élections législatives, donc depuis la dissolution en 97, puis le quinquennat en 2000, que nous avons des élections législatives qui n'arrivent pas dans la foulée d'une présidentielle. Donc le vrai enjeu de cette élection, c'est bel et bien de constituer une majorité parlementaire qui va ensuite colorer la composition du futur gouvernement et l'identité du Premier ministre. Donc en effet, le Premier ministre, chef de la majorité, ou chef du moins de chaque camp, est en première ligne, en effet. La lettre constitutionnelle commande cela. Alors, on a aussi une inquiétude, on en parlait tout à l'heure de cette inquiétude des concitoyens français, mais aussi cette inquiétude des experts qui disent que peut-être, au soir du 7 juillet, bien la France sera tout simplement ingouvernable parce qu'il n'y aura pas une grande majorité, ni pour les uns ni pour les autres. Alors, ça vous aura pas échappé que depuis 2022, la France était déjà très difficile à gouverner. La majorité relative. Majorité relative depuis 2022, des mains tendues à droite, à gauche, des mains tendues qui ont été saisies sur quelques textes, qui malheureusement ne l'ont pas été sur les grands textes, même si la philosophie en était partagée. Je pense à la réforme des retraites avec le Parti Les Républicains. Le gouvernement s'était entendu avec M. Ciotti, avec M. Marlex, avec M. Retailleau, les responsables des Républicains, qui malheureusement... je ne sais pas s'il y avait un défaut de concertation dans leur base et dans leur groupe politique, mais le deal, si je puis dire, n'a pas été suivi, puisqu'ils partageaient le fond de la réforme, la nécessité d'équilibrer le système de retraite, même si la méthode a été quelque peu brutale, et je le reconnais, je ne suis pas là pour défendre l'indéfendable. Oui, mais le 49.3 est le fruit d'un accord qui n'a pas été respecté. Le 49.3 est autant la responsabilité des pseudo-partenaires de la majorité sur cette réforme que du gouvernement en place. En effet, nous avons atterri à une situation que personne ne voulait. Fruit de l'instabilité politique née de la majorité relative, en effet. Donc, est-ce que le pays sera plus ingouvernable demain qu'il ne l'était depuis 2 ans ? Je n'en suis pas certain. Et par ailleurs, sur la première année de législature, une trentaine de textes étaient passés.
nous nous sommes arrêtés sur les 2 textes qui sont passés par 49.3, à savoir le budget, acte politique fort, sur lequel les oppositions ne voulaient pas s'engager, et la réforme des retraites dans le climat que je viens de rappeler. Donc l'Assemblée nationale fonctionnait. Nous avions par contre un vrai problème de capital politique pour aller au fond des réformes. Et donc en effet, de ce point de vue-là, le paysage politique pouvait paraître assez éclaté. Mais je pense pas que la France sera plus ingouvernable demain qu'elle ne l'était depuis 2 ans. On a entendu à gauche François Hollande qui revient dans le jeu politique, qui se présente en Corrèze à Tulle chez lui. François Hollande qui a dit que c'était le crépuscule d'Emmanuel Macron, qu'une page se tournait, en précisant bien qu'il n'avait aucune animosité ou méchanceté vis-à-vis du président de la République, mais que politiquement, voilà, la page était tournée. Est-ce que c'est un sentiment de fin de règne? Alors déjà, c'est assez savoureux quand on connaît l'histoire de la politique de la gauche ces dernières années. C'est assez savoureux de voir Monsieur Hollande, avec tout le respect que j'ai pour le personnage et pour sa fonction d'ancien président de la République, toujours savoureux de le voir faire campagne pour intégrer la même majorité que les amis de Monsieur Mélenchon, qu'il a combattu. Et pour qui je crois... Ça fait débat à gauche d'ailleurs. Voilà, et je comprends que ça fasse débat à gauche. Aujourd'hui, un électeur de gauche modéré, un social-démocrate, qui a pu voter Raphaël Glucksmann aux européennes, qui a pu voter Jean-Yves Le Drian pendant des années, Jean-Yves Le Drian qui par ailleurs me fait l'honneur du soutien, puisqu'il a affirmé dans la presse de façon très forte qu'il soutenait tous les sociodémocrates qui ne se reconnaissaient pas dans le nouveau Front populaire. Donc en effet, cet attelage, si je puis dire, paraît assez baroque. Et sur l'opportunité de M. Hollande de tenir pareil propos, je pense que la hauteur de vue qu'il doit avoir trait à son ancienne fonction de président de la République pourrait l'amener à une certaine retenue sur ce genre de sortie. On entend la colère des Français, des Françaises qui ont mis un bulletin Jordan Bardella dans l'urne pour ces élections européennes et qui, en tout cas si l'on en croit les sondages, s'apprêtent à faire la même chose aujourd'hui. Il y a une forme de bordélisation de la politique, j'emploie le terme à dessein, une forme aussi de peur, de crainte d'un pays qui se délite, et puis des questions essentielles, le pouvoir d'achat, l'immigration. On a vu que c'était les 2 craintes, en tout cas les 2 préoccupations majeures des Français dans les sondages d'opinion. Est-ce qu'il y a une réponse rapide à apporter, très rapide à apporter? Sur le pouvoir d'achat, oui, il y a une réponse rapide à apporter. Il y a à la fois le sujet de la fiche de paye et il y a le sujet des dépenses contraintes qui grèvent le budget de nos concitoyens. On entend beaucoup parler d'énergie. Absolument. Le Premier ministre a d'ailleurs avancé qu'après 2 années de galère, si je puis parler ainsi, dû à une maintenance non prévue et contrainte de notre parc nucléaire, qui a fait augmenter de manière exponentielle le prix de l'électricité ces 2 dernières années. Le Premier ministre a annoncé que dès février 2025, cette majorité, si les Français choisissaient de lui faire à nouveau confiance, allait baisser de 15% les prix de l'électricité. Je pense que c'est une mesure à la fois d'urgence, de nécessité. C'est une mesure aussi de justice sociale, puisque nos concitoyens aujourd'hui ont un sentiment de dépossession aussi dû à ça, puisque l'électricité fait partie des dépenses contraintes. Sur le sujet du pouvoir d'achat, moi je porte une proposition phare et j'assume d'aller plus loin que la majorité précédente sur ce point, puisque nous sommes ici dans une circonscription où la valeur travail a une place toute particulière. Moi, vous savez, je suis fils d'agriculteur, mes parents m'ont transmis cette valeur comme une valeur cardinale. Moi, je suis pour que le travail paye, je suis pour que les personnes qui ont envie d'en faire plus puissent voir le résultat sur leur fiche de paye. C'est pour ça que je défends une défiscalisation totale des heures supplémentaires, comme ça avait été mis en place sous le président Sarkozy, détricoté sous la majorité socialiste ensuite. Et j'observe d'ailleurs que le programme du nouveau Front populaire propose et la semaine de 32 heures et la refiscalisation des heures supplémentaires, la resocialisation. Donc moi, je pense que c'est à rebours de l'histoire, c'est à rebours de ce qui fait l'essence de notre territoire. Donc moi, je soutiens la défiscalisation totale des heures supplémentaires. Sur l'immigration, on est sur un territoire finalement qui n'est pas tellement touché par l'immigration, mais il y a des soucis souvent liés aussi à la sécurité. Alors après, voilà, on va pas rentrer dans le détail, savoir si le fait d'avoir plus d'immigration, il y a plus d'insécurité, mais le fait est là qu'il y a un sentiment en tout cas d'insécurité dans les grandes villes, que ce soit à Rennes, à Brest, à Lorient, voire même à Saint-Brieuc à côté. Est-ce que là aussi, il y a urgence à légiférer quelque part, à réfléchir aussi à l'accueil des migrants, bref, est-ce qu'il faut mettre en place ou remettre en place une politique humaine de l'immigration? Alors déjà, je suis très à l'aise sur ce sujet. J'étais très à l'aise avec le projet de loi immigration tel qu'il avait été présenté en Conseil des ministres, dans sa version initiale, pas dans la version
adopté à l'issue de la commission mixte paritaire de l'Assemblée et du Sénat, puisque je trouvais ce texte relativement équilibré. Et sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, j'assume le en même temps. Le en même temps, c'est pas un défaut de choix, c'est de prendre une réalité dans toute sa complexité et d'en tirer les conclusions. Moi, comme le disait le ministre Darmanin à l'époque, moi je suis pour être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Je n'ai aucun problème à être plus ferme avec des délinquants étrangers qui font soit du mal à nos concitoyens, soit, vous avez utilisé le terme de bordélisation, moi j'utiliserai le terme de délinquance. Je n'ai aucun problème à être plus sévère avec ces gens-là et à faciliter leur expulsion. Moi j'étais sur la bordélisation politique. Oui, tout à fait, mais j'emprunte vos mots, vous me le permettez, sur ce sujet. Et par ailleurs, je n'avais aucun mal non plus à reconnaître la nécessité de reconnaître un statut aux travailleurs étrangers qui viennent faire tourner notre économie. Pardon, mais si demain nous n'avons plus de travailleurs étrangers, si nous ne les reconnaissons pas, qui fera tourner Carmenet ? Qui fera tourner la Coperle ? Les deux plus gros employeurs de notre territoire. Qui fera tourner dans les grandes villes la restauration ? Je veux dire, c'est une mesure de justice, c'est une mesure de reconnaissance. Moi, je suis toujours frappé de voir qu'aujourd'hui, la droite républicaine, ou du moins ce qu'il en reste dans leurs alliances un peu baroques, ne reconnaît plus l'intégration par le travail. Le MEDEF était pour le passeport métier en tension. Le MEDEF était pour. À mon sens, on ne les a pas entendus, ils ne se sont pas assez engagés sur le sujet, mais en tout cas, sous les radars, on les entendait, ils poussaient à fond, si je puis dire, pour que cette mesure passe, et les républicains se sont détournés de la droite du travail et de la droite des entreprises pour poursuivre des fantômes et essayer de rattraper un électorat qui a peut-être, pour des raisons ou d'autres, est parti un peu plus à droite. Moi, je pense qu'ils vont à rebours de leur histoire et je pense qu'ils se trompent de priorité. Ce n'est pas un gros mot aujourd'hui de dire qu'on doit faire un effort sur l'intégration. Et je remonte sur votre question, je pense qu'en effet, aujourd'hui, nous avons un problème d'intégration. Nous avons un problème d'intégration dans la société, de populations qui, pour des raisons ou d'autres, choisissent de se regrouper sur elles-mêmes. C'est un réflexe assez humain d'ailleurs, puisque quand on se sent en danger ou quand on se sent un peu en décalage par rapport à ce qui se fait, moi, vous savez, j'ai eu la chance de faire des études à Paris, il y a un quartier breton à Paris. Oui, il y a beaucoup de Bretons. Donc c'est un réflexe assez naturel. Pour autant, nous écoutent d'ailleurs. Voilà, j'en suis ravi. Mais pour autant, est-ce que la République peut faire plus pour ces gens-là? Est-ce que ces gens-là peuvent faire plus pour la République, puisque cet échange doit aller dans les deux sens? Je pense que oui. Je pense que nous pouvons travailler sur l'intégration, sur l'apprentissage de la langue française, puisque la barrière de la langue est la première des difficultés, sur l'intégration par le travail, sur l'intégration dans les associations, dans les clubs sportifs. Ça fonctionne très bien et je pense que sur ce sujet comme sur d'autres, il ne faut pas céder ni à la peur ni à la psychose, même si elle est instrumentalisée d'un bord et de l'autre du spectre politique. Je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance. Il y a aussi la montée de l'islamisme. Alors je parle de l'islamisme radical, que le propos soit clair aujourd'hui, qui inquiète les Français, qui voient qu'il y a aussi des barrières culturelles aujourd'hui. Comment faire tomber ces barrières culturelles? Comment repousser l'islamisme radical? Alors, très à l'aise et aussi avec le bilan du ministre Darmanin en la matière, puisque la loi séparatisme votée, je crois, en 2019, a mis fin au financement étranger, notamment de la construction de mosquées, qui pouvait amener à des ingérences dans la pratique de la religion musulmane de la part de certaines puissances étrangères qu'on pourrait qualifier comme, le mot ennemi me paraît fort, mais du moins comme déstabilisatrices de la République française. Sur ce sujet-là, il y a aussi le ministre Darmanin, dans le même texte de loi, a mis fin au détachement d'imams étrangers. Je pense que le principal sujet aujourd'hui, il n'est pas religieux, il est politique. Il est politique au sein de la religion, puisqu'il y a une théologie assez radicale qui existe en effet, il ne faut pas le nier. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de manipulation de la part de puissances étrangères qui ne cherchent qu'à une chose, à déstabiliser la France, sur ce sujet comme sur d'autres. Sur le sujet de la désinformation aussi, on a vu à Paris le sujet de croix gammées taguées sur les murs de la capitale un lundi matin. On s'est aperçu que les services de renseignement ont réussi à remonter la filière. C'était des Moldaves qui avaient été missionnés par le régime russe.
il y a de vrais enjeux sur la déstabilisation aujourd'hui. Il y a une inquiétude aujourd'hui de votre part par rapport à l'information, à la manipulation de l'information, aux fake news. On voit que la Russie, pour ne citer qu'elle, mais d'autres pays aussi, est très impliquée, surveille beaucoup et de près ce qui se passe en France actuellement. On dit que Vladimir Poutine a une certaine délectation à voir la France un peu dans cette instabilité. Est-ce que là aussi il va falloir être prudent dans les années à venir, même au-delà de cette élection, sur ces ingérences qui sont de plus en plus insidieuses? Déjà, je pense que M. Poutine se délecte de beaucoup de sentiments peu respectables, peu recommandables. J'en veux pour preuve son offensive en Ukraine. Et face à cela, nous, face à tous les désordres que cela a pu créer dans les filières d'approvisionnement et les afflux de réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre, notre majorité a toujours été constante dans son engagement, dans son soutien à l'Ukraine. Même si certains partis politiques un peu russophiles par amitié politique ou par nécessité financière sont bien plus complaisants avec le régime russe. Vous pensez au Rassemblement national? Je laisse nos concitoyens se faire leur propre idée. J'instille simplement l'idée que nous avons toujours été constants, nous avons toujours été aux côtés de l'Ukraine, et même au déclenchement de la guerre, le président de la République a essayé, si je puis dire, de limiter les dégâts, de conserver un dialogue avec M. Poutine. Nous nous sommes rendus compte plus tard qu'il ne souhaitait pas le maintenir et qu'en fait, il avait prévu son coup, et depuis longtemps, et d'aller très loin dans son offensive. Nous avons toujours été constants sur le dossier russe. Et j'en suis fier, et je le revendique. Demain, si vous continuez à nous faire confiance, le Premier ministre Gabriel Attal, son gouvernement, le président de la République continueront à être soutien de l'Ukraine. Sur le sujet des ingérences, je pense qu'on y est déjà. Nous avons vu dernièrement que le régime azéri, le régime azerbaïdjanais était derrière l'instrumentalisation de l'antisémitisme en France. Ça a été prouvé, les services de renseignement ont produit des notes blanches qui ont quelque peu fuité dans la presse. Je pense qu'on y est déjà, et d'ailleurs le député Sacha Houlier, le député de la Vienne, président de la commission des lois que je salue, a, juste avant la dissolution, fait passer un texte sur les ingérences étrangères. On l'a vu aussi en Nouvelle-Calédonie. Absolument. Le régime azéri était à la manœuvre en coulisses, si je puis dire. Et la Chine en embuscade. Voilà absolument. Ce qu'on a entendu, la Russie pas très loin. Ça fait partie de la reconflictualisation des relations internationales. Certains politologues ou historiens que je respecte énormément avaient théorisé en 91 à la chute du régime soviétique la fin de l'histoire. Peut-être qu'ils ont eu raison, mais c'était pas la fin de l'histoire qu'ils ont décrite en tout cas. Voilà. Je pense que... C'est écrit différemment. Voilà, tout à fait. On va revenir, il nous reste 5-6 petites minutes, on va revenir aussi sur des sujets qui... vous parliez d'agriculture tout à l'heure, fils d'agriculteur. Absolument, fils d'éleveur laitier. Voilà, vous l'avez précisé. L'agriculture est en crise, on entend les agriculteurs aujourd'hui, même s'ils sont peut-être un petit peu moins en vue sur les écrans de télé en raison de l'actualité qui nous préoccupe, l'actualité électorale, mais les agriculteurs sont toujours en crise, sont toujours en colère. Là aussi, il va falloir rebattre les cartes, il va falloir imaginer d'autres systèmes, il va falloir que les agriculteurs arrivent à trouver leur place et à vivre décemment de leur travail. Tout à fait, je disais tout à l'heure, il faut que le travail paye. À juste titre, les agriculteurs font partie des professions les plus engagées sur le volume horaire et sur l'imprévision due aux facteurs climatiques, puisque les agriculteurs travaillent avec la météo. C'est les premiers tributaires de cette météo et donc les premiers au contact de la nature. Absolument, il faut les accompagner dans l'adaptation au changement. Parliez tout à l'heure de mes parents, mon père ne fait que me répéter depuis quelques années que les fenêtres de récolte se réduisent, soit à cause de la sécheresse, comme on a eu en 2022. C'est la première fois que je vois, moi j'ai 26 ans, c'est la première fois que je vois des arrêtés préfectoraux pour interdire les moissonneuses de tourner l'après-midi, tellement il fait chaud et pour les risques d'incendie. Et d'une autre manière, les semis de maïs cette année ont été très fortement retardés du fait des fortes précipitations. Donc en effet, il y a un dérèglement climatique qui impacte directement la profession agricole. La profession a déjà commencé à s'y adapter, mais il va falloir l'accompagner. Moi, vous savez, j'ai eu la chance de faire un stage auprès du ministre de Normandie à son cabinet au moment où se préparait le texte sur l'assurance récolte. L'assurance récolte est un magnifique progrès pour la profession agricole puisque par la solidarité nationale, nous allons aider nos agriculteurs, dans la philosophie en tout cas, à faire face au changement climatique. C'est un système assurantiel qui repose sur la solidarité nationale. C'est nouveau, c'est nécessaire au vu des volumes financiers en jeu. Je pense au gel dans les vignes, je pense à la grêle sur les colzas, je pense aux inondations qui, l'hiver, asphyxient des champs de blé entiers, qui du coup grèvent la récolte
à l'été. Et sur le sujet du revenu agricole, très à l'aise également avec le bilan, puisque la crise que vous avez décrite au début de l'année ou récemment avec le sujet des MAEC repose moins sur un problème de revenus que sur une quête de sens. Les agriculteurs ont fait irruption dans le paysage politico-médiatique et dans la société, dans l'opinion, pour poser une question simple. Quelle agriculture voulez-vous demain? Quelle est la place que vous entendez réserver à notre agriculture et à nos agriculteurs dans la société? Pour ma part, ça ne vous étonnera pas, elle est centrale. Je dis souvent, vous aurez besoin d'un médecin peut-être une fois dans le mois, un avocat une ou deux fois dans votre vie, mais d'un agriculteur 3 fois par jour. Vous mangez 3 fois par jour, si ce n'est plus, ou moins, chacun son régime alimentaire, je ne suis pas fermé là-dessus, mais les agriculteurs sont au quotidien, il faut se remettre en tête la chaîne alimentaire. Ce qui arrive sur les étals des supermarchés ou dans nos assiettes, ça vient des champs. Ça a été planté, ça a été cultivé, ça a été entretenu. Donc nos agriculteurs font un travail essentiel pour la souveraineté alimentaire. Et nous avons la chance aujourd'hui de vivre dans un pays où on ne se pose plus la question « est-ce qu'on va manger ?» On se pose la question « qu'est-ce qu'on va manger ?» Et ça change quand même tout. En termes de charge mentale, il y a des pays aujourd'hui, notamment des pays du Maghreb, qui depuis la guerre en Ukraine, se demandent est-ce qu'ils vont avoir à manger? Puisque le premier acte de M. Poutine, quand il a déclaré la guerre, a été de stopper les bateaux ukrainiens de blé. Le Maghreb a craint la famine. L'alimentation est une arme de guerre. Il nous faut asseoir et réaffirmer notre volonté d'être souverain au plan alimentaire. Et également, moi je suis très à l'aise avec l'agriculture exportatrice, puisque nous avons un devoir de cultiver chez nous ce que certains ne peuvent pas cultiver chez eux. Nous avons le devoir, la Bretagne a 3,5 millions d'habitants, 4 millions, nourrit 18 millions de personnes en France, et plusieurs millions à l'étranger également. C'est un devoir à la fois de produire de la richesse sur nos territoires pour faire avancer notre économie et développer nos territoires, mais c'est un devoir aussi humaniste de produire chez nous ce qu'on ne peut pas produire ailleurs, et pour garantir la souveraineté alimentaire chez nous, et pour prévenir la famine dans certaines régions du monde, en effet. Il nous reste 2 petites minutes et demie, me dit mon réalisateur dans le casque. J'aurais voulu vous entendre, ça va très vite, hein, j'aurais voulu vous entendre sur le grand âge, parce que c'est une grande préoccupation aussi aujourd'hui, nos anciens, nos seniors, et puis sur l'hôpital public qui est en grande détresse. Voilà, je vous laisse le choix du sujet. Bon, je vais prendre les deux. Je vais essayer de faire court. On va dire 1 minute par sujet. Voilà, ça sera très bien pour le timing. Parfait, j'ai bien compté. 1 + 1 = 2. Sur le sujet du grand âge, j'ai eu la chance pendant 2 ans de travailler pour la députée de Dinan, Chantal Boulou, qui a été directrice d'EHPAD à Plélin-Trigavou pendant 22 ans. Et donc, ça a été un engagement quotidien et en faveur du grand âge et en faveur de beaucoup de sujets, mais elle a gardé un tropisme assez naturel pour ces questions-là. J'ai pu mesurer la grande détresse dans laquelle se trouve l'accompagnement du grand âge aujourd'hui, et notamment les structures publiques, les EHPAD. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée par une fédération professionnelle, la FNADEPA, qui au niveau national a relevé que 90% des EHPAD étaient aujourd'hui en déficit, pour un déficit moyen de 100 000 €. C'est du jamais vu. Ça fait 2 ans, voire 3 ans pour certains, que les directeurs d'EHPAD signent des budgets en déficit. C'est du jamais vu. Et c'est pas viable pour eux. J'étais hier à l'EHPAD de Collinet, avec madame la directrice, madame Viel, que je salue, et la discussion était passionnante. Elle était aussi grave que passionnante, puisque nous avons la nécessité d'anticiper le virage, le mur démographique qui se présente à nous. Nous avons aujourd'hui, je crois, 20 millions de personnes de plus de 60 ans en France. En 2030, elles seront déjà 24 millions. Elles seront 30 millions en 2060. Nous avons la nécessité d'anticiper cela. Moi, je suis pour le maintien au domicile tant que possible, et l'accès aux structures collectives autant que nécessaire. Je pense que ce n'est pas incompatible. Sur le sujet de l'hôpital public, j'entends la détresse, j'entends aussi sous les radars et hors caméra que beaucoup de professionnels de santé nous disent quand même on a été revalorisé. La prime Ségur, 183 € par mois en plus pour tous les professionnels de santé. C'est 19 milliards d'euros mis sur l'EHPAD public, sur la rénovation des locaux, sur la rénovation du matériel médical. Est-ce que ça a été assez vite? Certainement pas, puisque nous avions des années et des décennies à rattraper. Est-ce que la majorité sait pour autant relever les manches et à mouiller la chemise, si je puis utiliser la métaphore, pour l'hôpital public? Je pense que oui. Tout n'a pas été fait encore, mais du moins les chantiers sont ouverts, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Et c'est mon message plus globalement, mon message politique, c'est que ne cédez pas à la tentation du chaos, parce qu'on ne sait pas où on va. La période est difficile, je ne dirais pas l'inverse, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance, faites-nous confiance pour l'avenir du pays.
Et nous étions avec Lucas Clément, invité politique de la matinale et des candidats de la majorité présidentielle aux législatives dans la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Lamballe-Loudéac. Et je cite évidemment le nom des autres candidats qui se présentent dans cette circonscription. Odile Demélon pour le Rassemblement national, Gabriel Gatien sans étiquette, Jean-Pierre Lamour, Lutte ouvrière, Corentin Le Fur, les Républicains, Antoine Ravard pour le Nouveau Front populaire, Emmanuel Roussel, régionaliste, et Brian Tilly pour le Parti breton. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre accueil. Merci beaucoup, belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.